C'est parti. Voilà, donc je vais vous parler des endroits difficiles où pas grand-chose ne pousse, c'est-à-dire dans les endroits secs, les talus, les jardins un peu sablonneux, l'ombre, les plantes et les plantations au pied des arbres qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver, et les plantations également sous les pins. Il y a très peu de choses qui poussent sous les pins. Les chênes, bien que moi je vois quand même dans certains endroits où il y a quelques plantes qui poussent sous les chênes. Donc il y a moyen de faire, on peut trouver. Donc je vais parler des endroits très secs, ingrats, et puis des endroits humides, ainsi que les cours, quand on a une cour ou une arrière de maison qui n'est pas très jolie, un peu tarabiscotée, un peu avec des murs en béton, etc. Je vais parler un petit peu de ça aussi. Un angle de mur côté nord. Oui, côté nord, ou une cour, éventuellement j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps, une cour, il y avait des murs en béton un peu partout, c'était vraiment très vilain, et on a réussi quand même à faire quelque chose. Et donc aussi les plantations au nord, quoi, hein, parce qu'il existe pas mal de végétaux qui peuvent aller un petit peu partout. Mais bon, il faut les connaître. Voilà. Donc déjà la première chose, ça va être de vous expliquer que plus le terrain est difficile, plus il faut soigner la plantation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que la plante a déjà du mal à survivre là où elle est. Si c'est mal planté, si le trou n'est pas assez grand, tout ce genre de choses, ça ne poussera pas. Donc c'est vraiment, on commence donc par faire un trou de plantation qui est en hauteur 2 fois plus haut que le pot. Donc le pot, imaginons, je vais en prendre un, comme ça va être plus facile. Donc avec cette plante, eh bien, on va faire un trou qui sera 2 fois la hauteur du pot et 3 fois sa largeur, 3 fois le diamètre, quoi, hein. Déjà pour commencer. Ensuite, on prend un seau. On immerge totalement la plante jusqu'au végétal. On attend que toutes les bulles sortent. Et une fois qu'elles sont toutes sorties, la plante est prête à la plantation. Et c'est extrêmement important parce que les racines se font dans les petites radicelles poussent dans un endroit humide, enfin dans la terre humide. Et si on ne mouille pas suffisamment la motte, ça ne prendra pas bien. Donc je vais vous montrer brièvement mais exactement comment faire. Alors, donc, là, on prend la plante. Alors là, elle est très belle, hein. Si jamais vous avez des racines qui tournent, etc., vous les défaites un petit peu. Et si vraiment elles sont très longues, vous les coupez un petit peu également. Et là, donc, vous faites un beau trou. Un beau trou qui est très grand, hein. Là c'est facile, hein. Donc, là c'est très facile, mais enfin ça vous montre quand même. Moi j'ai vu faire ça dans des talus, on allait à la pioche et c'était comme du ciment. Donc là il faut vraiment bien faire un beau trou et bien décompacter la terre. On met moitié de terreau, moitié terre, la terre que l'on a enlevée, hein, on est vraiment, et on émiette bien tout ça. Et ensuite, donc, on plante, donc là, facile, hein. Voilà. Hein. Et alors, ce qui est important aussi, notamment sur les talus, puisque les plantes, c'est en pente, donc si on arrose comme ça, l'eau dégouline. Donc, on fait une belle cuvette, on ramène la terre comme ça, et on fait une belle cuvette tout autour. Pour justement, lorsque l'on verse l'eau, qu'elle y reste, hein, tout simplement. Et ensuite, dans cette cuvette, on va mettre un paillage. Hein. Soit vous avez du broyat de végétaux, ou soit vous avez, comme ils vendent, Françoise et Ludo, des cosses de sarrasin. Un paillage pour bien garder l'humidité. Ensuite, lorsque la plante est bien plantée de cette façon, si vous plantez au printemps, si vous plantez au printemps, il faut arroser chaque semaine jusqu'à la fin de l'été et arroser au pied à peu près un demi-arrosoir, et ça chaque semaine. Et même s'il pleut, hein, la pluie ne fait absolument rien. Vous arrosez absolument, c'est primordial. Donc au printemps, une fois par semaine, un demi-arrosoir ou un seau comme ça, jusqu'à la fin de l'été. Si vous plantez à l'automne,
ce qu'il faut faire quand planter à l'automne, lorsque vous plantez sous les arbres qui perdent leurs feuilles, c'est mieux, parce que pendant tout l'été, autrement, bon, enfin, ils n'ont pas d'eau, quoi. Là, on arrose 2 ou 3 fois, même chose, enfin, une fois chaque semaine, mais pendant 3 semaines, un mois. Et là, on n'a plus besoin d'arroser. Mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Hein, sinon, d'autant dans ces terrains très très difficiles, c'est la plantation qui va tout faire. Évidemment, on va choisir des végétaux qui sont propres à supporter la sécheresse ou l'humidité, mais si on ne fait pas ce qu'il faut au niveau de la plantation, alors c'est vraiment quelquefois c'est très très difficile parce que à la pioche il faut y aller, hein, il faut vraiment un beau trou et la plante va pouvoir commencer à s'enraciner. Et c'est après, bon, une fois qu'elle devient solide, elle peut aller plus loin, c'est beaucoup plus facile. Donc, et donc le paillage est extrêmement important pour garder l'humidité également. Donc voilà, alors pour tout ce qui est dans les talus, vraiment des talus bien en pente, il vous faut faire comme une petite plateforme pour faire la plantation. Parce que si vous plantez en biais, il n'y a déjà pas beaucoup d'eau sur les talus. Si vous plantez en biais, l'eau d'arrosage va glisser. Et donc là, on fait une petite... on taille un petit peu le talus de façon à faire une petite plateforme où on va pouvoir pratiquer cette façon de planter. Hein. Alors, on va parler tout d'abord des talus ou contre une maison, c'est souvent très sec également, donc plantation de cette façon. Et après, vous avez tout un tas de plantes qui peuvent qui s'adaptent très très bien à la sécheresse. Alors, je vais vous en citer pas mal, je vais sans doute en oublier, mais la liste sera sur Internet. Ou si vous n'avez pas Internet, vous demanderez à Françoise, elle ne les a pas amenés, et je vous donnerai la liste. Hein. Alors, dans les arbustes qui font à peu près 1,50 m, 2 mètres, on peut planter les grevilleas. Alors, vous avez ces plantes, vous avez toutes les plantes qui sont là-bas. Les grevilleas sont sur la droite. Ce sont des arbustes qui deviennent à peu près hauts comme ça. Si la terre est vraiment sèche, ils vont monter un petit peu moins. Mais ils se plaisent aussi sous les arbres, puisque je les ai vus. Donc ils fleurissent un petit peu moins, mais ils sont vraiment très très bien. Et je les ai vus sous des chênes, ceux-là. Donc je le précise. Ainsi que les houx panachés, qui se plaisent aussi sous les chênes, puisque ça je l'ai fait également. Et qui sont très beaux. Il y a tout un tas de variétés et ça se plaît bien sous les arbres et également sur les talus, il n'y a pas de problème. Alors dans les terrains secs, tous les pittosporums qui sont, est-ce qu'il y en a ici? Non, ils sont aussi derrière, je ne peux pas vous les montrer, qui sont panachés. Ou pas d'ailleurs, et donc qui sont des arbustes qui font à peu près 1,50 m, des panachés argentés, des panachés dorés, pardon, oui, des pourpres également, et ainsi que le Pittosporum tobira, qui lui est vert, qui ressemble un petit peu, enfin la fleur est un petit peu comme la fleur d'oranger du Mexique ou d'oranger en général, et qui se plaît très bien dans les terrains très très secs. Et son petit cousin qui est le Pittosporum tobiranana, ils l'ont ici également, qui lui monte à 50 cm et qui a une forme de boule et qui est très jolie et qui peut permettre de faire des compositions assez sympathiques. Donc tous les Pittosporums se plaisent en terrain sec. Hein. Après, à vous de voir les couleurs que vous souhaitez mettre. Si c'est à l'ombre des arbres, allons-y pour les argentés, les dorés, pour justement mettre un petit peu de lumière et rendre ça un petit peu plus gai. Alors on a aussi les osmanthus que souvent on prend pour des houx, hein, qui piquent, et qui piquent, mais c'est sympathique quand même, hein, et qui sont panachés. Oui, voilà. Donc ils sont comme les houx assez longs à pousser, mais bon, une fois qu'ils sont installés, ils sont vraiment très jolis. Alors en très très sec, les plomis, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Alors il y a un plomis donc, qui est vert et un autre qui est gris, et donc dont les fleurs sont jaune pâle ou jaune plus foncé. Ça c'est un arbuste, ainsi que le tucrium, qui est un arbuste qui est un petit peu gris aussi.
qui vraiment se plaisent dans des endroits très ingrats. Ce sont des plantes du Midi qui poussent bien dans la caillasse, etc. Donc c'est très facile. On oublie aussi, parce que souvent on les a taillés et que c'était vraiment très laid et qu'on a le souvenir des jardins où on les taillait en boule, les cotonéastères. Et les cotonéastères qui ont un port souvent assez retombant comme ça, et qui ont des fruits rouges pendant l'hiver, si on a suffisamment de place et qu'on peut le laisser pousser, arriver à l'âge adulte, c'est vraiment très très beau pendant l'hiver. Hein. Alors on a un mauvais souvenir, je pense, de ces plantes-là, mais je trouve, et puis bon, ça pousse n'importe où. Quoi. Oui, bah disons que de temps en temps on le rabat, ça dépend des variétés, hein, parce que j'en ai vu un Belle-Île l'autre jour, il était magnifique, quoi. Lui tout seul, on voyait que lui dans le jardin d'hiver, c'était vraiment très beau. Mais bon, je crois qu'il faut couper là, le cotonéaster pour qu'il se ramifie. Mais bon, il y a plusieurs variétés aussi là. Il faut bien regarder sur les étiquettes. Hein. Alors, le Viburnum davidi, en fait, je ne les ai pas là, ils sont derrière, hein, qui est un persistant et qui se plaît aussi un peu partout. Il n'y a pas besoin d'une terre très très riche, il se plaît. Il est persistant, il a un beau feuillage et un beau port, il est très intéressant aussi celui-là. Le choisia, que tout le monde connaît, hein, l'oranger du Mexique, il se plaît aussi cet arbuste dans le sec, hein, puisque c'est un arbuste qu'on a vu fréquemment dans le Midi aussi. Les cystes qui aiment le sec, mais donc les cystes qu'il faut tailler bien après la floraison, parce qu'autrement ça part en bois et c'est pas très joli. Donc après la floraison, qui est en général vers courant juillet, après la floraison, on les rabat bien pour qu'ils restent beaux. Mais ça se plaît aussi dans la caillasse, dans une terre assez pauvre et sèche. Alors, le Buddléa, l'arbre à papillons, qui lui perd ses feuilles, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'on peut le mettre en complément, parce que pendant toute la saison d'été, c'est quand même très joli, il y a toutes les couleurs, hein, du blanc jusqu'au violet, et on ne va pas s'en servir pour faire une structure de massif puisqu'il perd ses feuilles, mais on peut le mettre en plus, parce que dans ces endroits-là, comme les fleurs, il n'y en a pas énormément, c'est important d'utiliser cet arbuste-là. Alors il y a aussi le Lonicera. Alors lui, le Lonicera pileata, c'est un arbuste qui fait, on va dire, 1 mètre de hauteur, 50 cm, ça dépend des conditions. Et lui, si vous avez des talus un peu éloignés de la maison, où rien ne pousse, ça peut vraiment faire, c'est un vrai couvre-sol, il reste vert toute l'année. Et il est vraiment, il ne faut vraiment pas l'oublier celui-là, parce que dans les pentes, il drageonne, donc petit à petit il envahit l'espace et il reste beau pendant toute la saison, toute l'année. Donc maintenant il devient assez grand et assez imposant, il s'élargit, donc pas trop près de la maison, dans un endroit éventuellement sous des arbres, etc. Il se plaira bien. Voilà, donc ça c'était pour les arbustes qui font, on va dire, entre 1 mètre et 2 mètres suivant l'endroit où ils se trouvent. Hein. Et autrement, donc on a les arbustes qui font environ 50 cm de hauteur, voire un petit peu plus, mais dans ces eaux-là. Donc la sauge grahamie, que vous devez connaître, qui fleurit, disons, on va dire du mois de mai jusqu'à souvent au mois de novembre, quelquefois même au mois de décembre. Petite fleur rouge, et on la rabat dès que le temps devient beau. Et hop, ça repart. Alors, c'est un arbuste qui dure 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, il faut le changer. Mais il vous apporte des fleurs vraiment pendant un long moment, donc c'est très très intéressant. Et il aime le sec. Il aime le sec, il aime le chaud, il se plaît vraiment bien dans des endroits comme ça. Le Prostanthera, qui est la menthe australienne, qui sent très très bon et qui est une sorte de couvre-sol aussi, que l'on peut utiliser dans ces endroits secs. Hein. Donc les bruyères et bruyères arbustives, évidemment, que l'on peut utiliser aussi sous les arbres.
Alors évidemment, sous les arbres, les plantes seront moins belles. C'est évident. Mais ça peut quand même... disons que celle-là, elle résiste bien sous les arbres. Et même si les pins n'ont pas de branches trop basses, les bruyères peuvent résister, ainsi qu'un petit arbuste qu'on connaît bien par ici, parce que ça pousse un peu comme du chien-dent, le sénécio, qui fait des petites feuilles grises. Et ça aussi, ça peut, sous les arbres et sous les pins, ça peut pousser correctement. Les phormiums, donc dans le sec, c'est le lin de Nouvelle-Zélande qui fait des grandes... Vous avez un petit, ça ressemble à ça, c'en est pas, mais ça ressemble à la cordyline, mais en un peu plus grand, quoi. Hein. Vous en avez derrière également. Il y en a derrière. Ah oui, là, Vert oui. et jaune. Oui, oui, ici. Oui. Alors, alors aussi, un arbuste qui est très intéressant, c'est le Onimus. Alors, c'est le fusain panaché rampant. Il est là, voilà, oui. Et celui-là aussi se plaît. Alors, il y a différentes couleurs. Hein. Il y a de l'argenté, il y a du doré, enfin, plusieurs sortes, plusieurs espèces. Il rosit par temps de gel, il est très joli et il reste assez bas. Et vraiment, lui, on peut le caser un petit peu partout. Il est vraiment pas... Il demande rien de spécial, il pousse là où on le met, quoi. Donc c'est très intéressant aussi, ainsi que les graminées, évidemment, hein, puisque les graminées sont en terrain sec. Donc poussent bien. Et il y a également des graminées qui vont qui poussent dans les terrains humides, mais bon, dans les graminées, on peut vraiment trouver pas mal de choses qui se plaisent dans les terrains ingrats, on va dire. Hein. Voilà, et alors sinon pour compléter, alors là on imagine un talus, on va mettre des arbustes sur le haut du talus, et au pied du talus, pour animer un petit peu, pour que ce soit plus joli, plus agréable à regarder, on peut mettre des vivaces qui elles vont fleurir un petit peu plus que tous ces arbustes dont le principal intérêt est quand même le feuillage. Hein. Au niveau des fleurs, bon, à part le buddléia, c'est pas très très intéressant, le buddléia et la sauge grahami. Et donc au pied de ces plantes et intercalées, alors on peut mettre les vivaces. Alors un petit vivace que j'adore parce qu'il se ressème tout seul, qui s'appelle l'érigéron, qui fait des petites pâquerettes du blanc jusqu'au rose, et qui pousse dans les murets, qui pousse sur les marches d'escalier, qui pousse partout, et on en met un ou deux plants et ça se ressème. Et alors ça c'est pareil, c'est comme la sauge grahami, on en a depuis mai jusqu'au gelé, quelquefois même jusqu'à maintenant. Donc ça s'appelle l'érigéron. Le Sisyrinchium, c'est un nom pas facile, qui fait des petites fleurs blanches et jaunes qui ressemblent un petit peu au niveau du feuillage à des iris, et qui lui, on en met un pied, il se ressème dans le gravier, il se ressème, alors on les reprend, on les met là où on veut. Il est très très intéressant parce que il a un graphisme assez sympa, puis les fleurs, et là vraiment il pousse, là il pourrait pousser quoi. Hein. Dans ce gravier-là, ça ne lui pose pas de problème. Hein. Et moi, j'avais un massif comme ça, où je les avais plantés dans le massif. Et chaque année, j'en avais plein dans l'allée gravier, que je remontais systématiquement. Il se plaît là-dedans. Donc vraiment increvable, celui-là. Les valérianes, ça, on en voit dans les murs, on en voit partout. Donc, il y a de très jolies couleurs aussi hein, dans les valérianes. Le fenouil bronze, que l'on peut également utiliser un peu partout, qui se ressème et qui apporte ce côté vaporeux et sa couleur bronze qui est assez intéressante aussi. Hein. Les euphorbes, donc là je regarde bien cette fois-ci, non, elles sont là-bas je crois, les euphorbes, qui poussent aussi dans des terrains très très secs, qui sont très faciles à utiliser. Les sédums, alors là dans les vivaces il y en a quand même pas mal, hein. Il y a les sédums, les euchères, les géraniums vivaces dont le macrorhizome qui lui pousse vraiment partout, quoi. Sous les arbres, il a une odeur très très forte, c'est une plante à retenir. Le saut de Salomon, la tiarelle,
L'osmonde royale, qui est une bruyère, qui pousse aussi très très bien dans ces endroits-là. Et puis, ne pas oublier aussi, justement sous les arbres à feuillage caduc, les bulbes de printemps, puisque bon, elles ont de l'eau pendant tout l'hiver, donc ça pousse très très bien au printemps, et ça peut vraiment égayer, quand il n'y a pas de feuilles encore ni rien, égayer les endroits sous les arbres. C'est très intéressant. Alors là, je passais à l'ombre sèche sous les arbres. Donc vraiment ceux qui peuvent survivre là-dessous, le grevillea, les houx, les euonymus, donc les fusains panachés, les rhododendrons pontiques. Ces rhododendrons qu'on voyait dans les châteaux, dans les cours de châteaux, les rhododendrons mauves. Ça pousse très très bien sous les arbres, ça. Les cotonéastères, mahonia, tout ça vous l'avez ici, skimia, et le Choisia Sundance, qui est un oranger du Mexique doré, donc qui éclaire les endroits à l'ombre, il est vraiment très bien. Donc sous les conifères, eh bien, on parlait des sénétiaux, de la bruyère, et puis le petit myosotis du Caucase, qui perd ses feuilles l'hiver, mais qui lui arrive à pousser là-dessous. Hein, bon, en gros, pour les conifères, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. Et donc, ensuite, il y a l'ombre humide. En fait, il y a beaucoup de plantes qui poussent à l'ombre humide. Le problème, c'est plutôt les limaces, les escargots dans ces endroits-là. Donc là, il faut lutter contre, hein, parce que sinon, ou alors avoir des feuillages assez coriaces, genre Mahonia, qui fleurit jaune pendant tout l'hiver, enfin au mois de janvier. Donc les hortensias, évidemment, hein, donc ça, les limaces n'y vont pas. La fougère, les rhodos et les azalées, ça se plaît très bien contre un mur au nord. Alors il ne faut pas qu'il y ait un arbre en plus qui vienne faire de l'ombre, mais une ombre au nord, il n'y a pas de problème, hein, ça pousse très très bien. Donc les mahonias, les ostas, délices, délices des limaces, c'est la lutte. Ah oui. Le cœur de Marie, qui est une petite plante qui est tellement belle, et tout le printemps qui fait ces petites hampes avec ces petits cœurs blancs ou blancs et roses. Ça se plaît dans les endroits humides, à l'ombre, contre un mur au nord, c'est fantastique pour elle. Hein. Et qu'est-ce que c'est beau quoi, au printemps, là, ça va être bientôt, là, c'est magnifique. Les lysimachia aussi, qui sont un peu envahissantes, qui font des fleurs blanches ou jaunes. Donc toujours l'ombre humide, c'est vraiment très bien. Les astilbes, qui font des plumeaux de fleurs pendant l'été. L'iris des marais, l'iris jaune, se plaît pratiquement les pieds dans l'eau. Donc ça aussi, à l'ombre humide, c'est bien. Les pulmonaires, qui sont en fleurs actuellement, qui ont pour certaines, des jolies feuilles tachetées de blanc et des fleurs qui vont du rose au violet. Là, en ce moment, ça fait chez moi, j'habite Locminé, donc ici c'est plus tôt. Elles sont en fleurs depuis une quinzaine de jours. Et je peux dire que, à part les bulbes, ce sont les premières fleurs du printemps et c'est vraiment très joli. Et puis à semer comme ça, dans les endroits même secs, hein, mais bon, la monnaie du pape. Parce que ça fait de jolies fleurs et ça peut vraiment boucher des endroits pas très sympas. Donc voilà en gros pour les zones humides. Et puis donc pour des cours gravillonnés, des endroits des cours avec des murs en béton, on ne va pas refaire les murs ni quoi que ce soit. Là, essayez plutôt de jouer sur les couleurs et sur les pots, les contenants. Bon, si déjà c'est une cour gravillonnée, vous allez mettre des contenants assez grands pour avoir des plantes qui sont en bonne santé et avec des couleurs qui font oublier un petit peu le mur qui est derrière et qui n'est pas beau, quoi. Avec des accessoires également, hein, parce qu'à l'heure actuelle, pour la décoration dans les jardins, on trouve un tas d'accessoires qui peuvent être vraiment très 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 sympas. Et en plantes persistantes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui fleurissent et qui poussent à l'ombre dans une cour au nord par exemple, la clématite armandie, c'est une clématite persistante qui se plaît dans ces endroits-là.
ainsi que l'hydrangea grimpant, qui lui aussi se plaît bien. Alors il y a quelques rosiers qui supportent ces endroits-là, ils sont assez rares. Moi je pense à Iceberg, parce que je l'ai planté l'année dernière chez une personne. Il y a pratiquement de l'ombre toute la journée, un grimpant, et il s'y plaît. Et je ne vais pas dire qu'il fleurit aussi bien que s'il était dans un endroit vraiment propice, mais il fleurit et il est beau. Donc il y a quelques rosiers, bon moi j'en connais quelques-uns mais pas beaucoup. Là après il faut voir avec un spécialiste du rosier, mais contre un mur comme ça, qui n'est pas esthétique, ça peut être vraiment, ça peut être très bien. Donc voilà, surtout j'insiste, hein, ces endroits-là qui sont difficiles, surtout dans les endroits secs, rocailleux, etc., la plantation et l'arrosage font toute la réussite du massif ou du talus, enfin de la Seine que vous allez installer, quoi. C'est vraiment... Alors je sais bien, c'est pas drôle parce que quand il faut y aller à la pioche pour faire le trou... mais sinon, chaque année, vous allez replanter, ou tous les 2 ans, vous allez vous y remettre, puisque la plante, une fois qu'elle aura tourné sur elle-même dans son petit trou, eh bien, elle va végéter et finir par mourir, quoi. Donc, et je rappelle bien, parce que souvent on me le dit, oui, mais quand il pleut, on arrose aussi, parce que ça ne va pas aux racines. Et ce sont les racines qui ont besoin de pousser, enfin de s'enraciner et de prendre l'espace, donc c'est vraiment très très important. Voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Bon, évidemment, je vous ai dit, je vous ai parlé de beaucoup de plantes, vous n'avez sans doute pas tout retenu. Alors, comme je vous disais, sur Internet, on les a. Et si vous voulez, vous avez la liste et le petit récapitulatif à l'entrée, là-bas, à la caisse, et on vous la donnera. Et sinon, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous avez un endroit justement un petit peu Moi j'ai un azalée sous un talus, sous l'échelle, enfin un petit peu, ouais. Il ne fleurit pas du tout, ça fait 8 ans qu'il est planté. C'est gros, mais pas de fleurs. C'est ce que je disais, c'est que sur un talus, ok, s'il y a du soleil, on arrive à faire quelque chose, mais fleurir sous les arbres, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est la même de nappe. Oui, mais bon, là c'est... Ah bah oui. Ah oui. Oui, mais quand il y a un tapis, c'est joli. Oui, mais avant d'avoir un tapis... Oui, mais avant d'avoir le tapis... ça dépend. Moi, j'en ai planté il y a 3 ou 4 ans dans un jardin, et 2 ans après, ils sont arrivés. Hein. Alors, bon, en attendant... oui, puis toute une partie de l'année, il n'y a rien, quoi. Hein, donc, les bruyères, il faut les tailler. Ah oui. Les bruyères, après la floraison, il faut bien les rabattre parce que sinon ça part en bois. Ouais. D'autant plus sous les arbres ou dans des endroits difficiles, il faut le faire parce qu'elles ont déjà suffisamment de mal à se maintenir. Mais sachant quand même que sous les arbres, les fleurs, même pour les arbustes qui fleurissent, ils ont du mal. Hein. On ne peut pas demander l'impossible non plus. Hein. Le problème, c'est qu'il y a la mouche qui vient dessus, souvent quand c'est à l'ombre. Alors ça, c'est de l'ombre humide, parce qu'autrement, l'ombre sèche, vous n'avez pas de mousse. Hein. Alors, l'ombre humide, bon, il faut gratter, il n'y a pas... Et que faire dans un jardin qui est... Attendez, excusez-moi, j'ai fait. Je croyais que vous avez fini. Des azalées sur la partie qui descend. Oui. On peut, mais là toujours pareil. Alors, donc si ça descend, si le talus est assez grand, vous faites comme une petite plateforme. Et là, vous faites votre site de plantation. Et là, vous faites comme je l'ai montré. Déjà planté. Ah oui. Maintenant, si vraiment là où elles sont, ça ne donne rien, vous pouvez les déplanter. Hein. Et vous faites ça bien. Alors toujours un trou de plantation suffisamment grand. Vous faites la plateforme pour garder l'eau. Hein, et J'ai mis des bouteilles plastiques. Oui aussi, oui, mais bon, à partir de... Et puis vous paillez hein, par-dessus, parce que ça garde bien l'humidité. Vous mettez ça de paillage et ça garde bien l'humidité des racines. Hein. Excusez-moi, je vais vous aller. Mais donc faire dans un jardin qui est très gorgé d'eau l'hiver, et par contre l'été, il est hyper sec. Parce qu'il est en 2 parties. Alors, il a été drainé. Non, pas tout le jardin, il y a une partie très bien drainée parce que c'est tout. Et alors en dessous, l'hiver, c'est gorgé d'eau, on espère. Et il y a du soleil.
Et il y a du soleil. Mais normalement, il y a beaucoup de plantes d'humidité qui vont se plaire dans ces endroits-là. Hein. Et l'été, ça ne va pas être complètement... Alors, parce que l'été, il est complètement sec Oui, aussi, il est celui-là. sec. Ah oui, alors là, c'est un peu compliqué. Parce que là, si on fait même en drainant, etc., au bout d'un moment, enfin, là, il faut drainer quand même à chaque fois que vous plantez. Mais si l'été, c'est complètement sec, vous allez vous trouver devant... Il faut dire que depuis qu'on habite ici, on a des problèmes d'été. Ouais. On a des changements de température imprévisibles. Ouais, ouais. Ben oui, puis les plantes qui se plaisent dans la sécheresse aiment généralement la chaleur. Donc si vous les mettez les pieds dans l'eau l'hiver, elles ne vont pas aimer, hein, ouais, ça c'est sûr. Ben là, à ce moment-là, la seule solution que moi je vois, c'est de faire, enfin, je ne sais pas comment est votre terrain, hein, mais d'imaginer par exemple de faire quelques massifs surélevés. On a une partie qui est sur elle. Voilà, parce qu'il n'y a pas de solution si c'est un S'il y a marécage du buis, ou pas. c'est pas un marécage. Non, Le mais buis, bon. ça tient. On va mettre que des buis, c'est triste. Parce qu'à ce moment-là, faire des grands, enfin oui, surélever des massifs, soit avec des traverses de chemin de fer ou des choses comme ça. Alors vous n'allez pas pouvoir cultiver tout cet endroit-là, mais au moins vous pourrez faire des points d'accroche du regard dans des endroits comme ça, ou un petit muret en pierre sèche, de façon à avoir des conditions quand même correctes, quoi. Parce que vous dire que vous allez planter là-dedans et ça va marcher, non? On a beaucoup de mal. Ah oui, non, non. Non, il vaut mieux faire même, je sais pas, 3 mètres carrés surélevé ou avec deux niveaux différents. Et là, vous allez pouvoir faire quelque chose de sympathique. Il y a que ça. Même pas d'arbustes. Il n'y a pas d'arbustes. Non, parce que si c'est non, parce que c'est incompatible, quoi. Celui qui aime la sécheresse, s'il a les pieds dans l'eau l'hiver, il va pas aimer, quoi. Alors c'est pas la peine, il n'y a pas d'arbustes qui font les deux. Ou alors du saule, parce qu'il va aller profondément. Mais le saule, après, il y a des racines aussi. Je ne sais pas ce que vous avez comme assainissement, mais parce que ça part. Mais on a un petit saut, là, le Acuronifié, là, alors là, il pousse. Ah bah oui. Oui, voilà. Il faut le retenir. À part ça, Disons que vous n'arriverez pas, il y aura peut-être une ou deux plantes qui vont marcher, mais vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de sympa, sauf si vous créez une autre situation avec un ou deux massifs surélevés. Et ça peut être très joli, hein, ça peut être très bien on a fait. déjà fait toute une partie, Oui. ça rend très bien. Ça, Ouais. c'est la partie la plus basse. C'est un gros problème. Ben oui, il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est à ça. C'est quand même coûteux, ça. Ben, ça dépend ce que vous utilisez comme matériaux, quoi. Hein, Mais en même temps, si vous plantez, replantez, qu'à chaque fois ça meurt, etc., à un moment où comment vous pouvez faire un massif, puis après en rajouter un après, enfin, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de solution miracle là. Hein. Non. C'est difficile. Merci. Oui, monsieur. Dans une butte, tout à l'heure vous avez parlé de trous suffisamment grands. Vous entendez quoi? Parce que suffisamment grand, ça veut dire. Alors, qu'est-ce que je disais là quand j'ai planté? Alors, vous voyez ici, vous avez le trou. Bon, alors, imaginons la plante est dedans. Donc, vous allez systématiquement faire le trou 2 fois plus profond et 3 fois plus large. Extrêmement important. Un mélange de terreau et de la terre que vous avez enlevée. Et ensuite, extrêmement important aussi, la cuvette tout autour pour garder l'arrosage quand vous faites l'arrosage au pied du plant. Et ensuite, pour vraiment, là c'est top, ça de paillage dans la cuvette pour garder l'humidité de la plante. Alors, donc vous avez tous ces renseignements-là sur Internet, si vous allez sur Internet, ou autrement vous demandez à l'entrée, il y a pour la plantation, parce que c'est vraiment, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Hein. Donc il y a des fiches là-bas et qui vont vous indiquer, vous rappeler comment faire. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'est? Parce que nous, on a une partie du jardin où le matin, l'été par exemple, il y a du soleil, mais très vite, après ça tourne, et donc du coup, ça se retrouve à... Mais pratiquement toutes les plantes se plaisent parce que à partir du moment où elles ont du soleil pendant 3-4 heures, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que le terrain est un petit peu humide? Non, il est normal. il est assez vite.
Plutôt humide. Oui, toutes les plantes dont je parlais, là, les plantes qui se plaisent dans l'humidité, les hostas, les maonias, les hortensias, les azalées, les rhodos. Les plantes à fleurs. Enfin, Ah ben déjà là, il y en a pas mal à fleurs. Les cœurs de Marie qui sont magnifiques, il y en a là-bas dans le coin. Moi, je dirais, avec les myosotis, ce sont mes plantes du printemps parce que ce sont les premières et les pulmonaires. Les pulmonaires aussi qui sont en fleurs maintenant là. Alocminées, donc ici, elles sont en fleurs depuis plus longtemps. Non, à partir du moment, les camélias, à partir du moment où il y a du soleil 3-4 heures dans la journée, c'est très très bien. Hein. Et là, pareil, vous demandez la fiche, vous allez voir sur Internet, il y a la liste de tous les végétaux. Donc, il n'y a pas de problème a priori, parce que finalement, ça peut être un problème aussi d'avoir du soleil toute la journée sur certaines plantes. Hein. Ouais. Non, c'est bien, hein, ça. Il y a beaucoup de plantes qui se plaisent dans ces endroits-là. Finalement, l'hiver, ils n'ont pas le soleil. Hein. Non, mais ça fait rien, parce que c'est le repos végétatif, hein, donc... Et même mes pulmonaires qui n'ont pas du tout de soleil, du tout. Moi, j'ai à côté de la maison qui n'a absolument pas du tout de soleil. Les maonias ont fleuri, là, jaunes. Les pulmonaires sont en fleurs à l'heure actuelle et il n'y a pas du tout de soleil. Mais ça, ce sont des plantes qui fleurissent au printemps et l'été. Oui, au printemps. Après, l'été, vous avez... il y en a plein, hein. Enfin, il y a les hortensias, bon, encore au printemps, les azalées, les rhodos. J'ai même je trouve plus le nom. Ces grandes hampes là. Bon, bref, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas de problème quoi. Notamment s'il y a du soleil pendant une partie de la journée et le matin, ça pousse très très bien. J'ai pas pensé aussi à dire parce que c'est une plante qui se plaît justement dans des endroits comme le vôtre qui à l'heure actuelle sont en fleurs et qui sont extrêmement bons. C'est le daphné. Alors le daphné, vous le mettez près de la maison, près de la porte d'entrée pour en profiter. Ça se plante au soleil ou à l'ombre? Non, mi-ombre. Ah bon, moi j'en vois dans toutes sortes de situations. Il y en a en plein soleil. Oui, mais bon, normalement c'est mi-ombre quand même, où là ça se plaît vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'après, ça peut être au soleil, mais si ça a les pieds quand même assez humides, ça va, etc. quoi. Mais a priori, c'est mi-ombre le daphné. Et bon, ça, à cette époque-ci, c'est en pleine floraison, ça embaume, ainsi que les bruyères arbustives aussi qui sont en fleurs. Ça sent bon, quoi. Hein. Ça sent très très bon. Alors, ce ne sont pas des fleurs aussi, comment dire, exceptionnelles, aussi spectaculaires que l'été. Mais il y en a plein qui fleurissent là au printemps. Les cœurs de Marie, ça peut se mettre. On en a parlé avant moi, peut-être. Je vais... C'est peut-être sur un tel. Ça aime l'humidité, ça. Ah, et l'ombre, le cœur de Marie. Alors sur un talus, c'est pas la peine. À la limite, il vaut mieux la mettre dans un gros pot, si vraiment vous en avez envie, un gros pot avec bien, et vous la mettez à l'ombre quelque part, en veillant quand même à ce qu'elle ait à manger. Hein. Mais, et à boire surtout. Pardon? Très peu de soleil. Oui, très peu de soleil. Ouais. Moi j'ai vu des touffes grosses comme ça qui sont à l'ombre en permanence. Ouais. Et c'est très très beau. Merci. Oui. Oui, moi j'ai un site où il y a plusieurs plantes. Il y a de la bruyère, il y a des azalées. Et il y a sur le bout du massif qui est en pente comme ça, il y a des Prostanthera. Ils sont tous depuis l'été dernier sont en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a des plantes comme l'hélichrysum, la plante au curry, qui se plaît aussi au soleil. Le Prostanthera, c'est pareil. Ce sont des plantes qui souvent ne vieillissent pas. Ce sont des plantes dont la durée de vie... 8 ans et demi. Voilà. Donc il faut que j'arrache tout. Et qu'est-ce que je peux mettre à la place? Si Parce vous que êtes... je ne peux pas remettre le Prostanthera, si. Si. Je peux remettre? Oui, vous pouvez remettre des Prostanthera. Parce qu'a priori, alors il y a plusieurs pieds. Ah, il y a une dizaine de pieds. Oui, parce que ça c'est... Ah non, vous ils les ont avez été mis. plantés aussi, c'est un grand massif. Ouais. En pente. Ça faisait presque un cœur d'ailleurs dans le bout du Ah oui? C'était magnifique, sur deux pas. Et puis Ah oui. c'était joli, ça fait plaisir. Donc très c'est l'âge.
Et c'est- Alors moi je peux pas dire parce que je l'ai pas vu, mais je sais que ça ne Ça se vieillit pas. C'est comme les dessèche. lycrisums, ça se. D'abord il faut tailler ça beaucoup. Ben oui, Hein, je et- l'ai taillé, mais je sais pas où le tailler. Assez. Alors ça part en Au bois. départ. Et une fois que ça part en bois, et ben. Mais il était beau, il était assis Oui. comme ça, et bien vraiment magnifique. Quoi. Mais en dessous, c'était desséché, c'était plus du bois. Quoi. Oui, voilà. Mais enfin, il s'est desséché depuis l'été dernier. Progressivement, les feuilles ça dessèchent, jaunissent, et puis. Donc j'ai coupé oui. déjà 3-4 pieds, mais C'est voilà, sa tous fin de les vie, autres. quoi. Ben oui, et puis pour le peu qu'il y ait eu des circonstances, enfin dans le climat ou quelque chose qu'il n'ait pas aimé, bon ben voilà, il s'en va quoi. Hein. Les Et tous hélichrysums, les- c'est et tous les pareil. pieds, et tous les pieds, il y a une dizaine de pieds. Parce que bon, les plantes sont comme nous, il y a une durée de vie. Hein. Il y en a qui vivent 50 ans, mais et oui. Hein. Ouais, donc, mais c'est vrai que c'est très, et puis ça sent très très bon. C'est Hein. très parfumé. Et leur passer la main dessus. Ah oui, oui, oui. Moi j'aime beaucoup mettre des plantes à parfum comme Oui, ça. oui, oui. Ouais. Puis c'est une fleur violette. Oui, oui, oui. Mhm. Je ne pensais pas qu'on pouvait remettre même. Bah, à moins que Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est quoi? bah, maintenant, je peux pas vous dire, j'ai pas vu la plante, hein. Ah oui, Mais oui, vous oui. pouvez l'apporter ici et vous le diront hein, si c'est une maladie ou si parce que bon, si c'est Parce qu'il y a un pied, enfin un des pieds que j'ai coupé, il a repoussé un petit peu, mais il recommence, les nouvelles petites plantes rejaunissent à nouveau. Est-ce que c'est Alors, je pense sujet au gel? bah, c'est Non, une on a eu froid là. oui, mais c'est une plante, c'est ce que je Il y a eu disais. d'autres gels. Oui, mais c'est une plante qui vient d'Australie. Oui. Hein. Et bon, il se peut que l'âge de la plante faisant, que là, cette fois-ci, le gel, elle n'a pas aimé. Quoi, hein. Non, mais ça a commencé au Ça a printemps commencé dernier. avant, oui. Au printemps dernier, donc ça petit à petit, bon, je trouvais au fur et à mesure. Il faudrait que vous ameniez un plan ici pour confirmation, parce que bon, moi je peux pas le voir. Oui, non, Mais évidemment. je sais que de toute façon, elles n'ont pas une durée de vie très très longue. Oui, parce que ça date de 2004. Donc, Ben oui, les santolines par exemple, c'est pareil, hein, au bout d'un moment ça ne va plus. Les lychrysums, la plante au curry, là, qui sent si bon aussi, c'est la même chose. Toutes ces plantes-là, même la lavande 3-4 ans et c'est fini. Hein, ça devient moche, ça part, ça part en bois. Mais moi, ma santoline, j'en ai une, depuis longtemps. Hein. Mais je la. Oui, là, je viens de la couper, je l'ai coupée la semaine dernière, il me reste à peu près ça. Hein. Et là, je la Ah oui, oui. on taille aussi. Oui. Oui, mais souvent d'un seul coup, si la santoline passe d'un seul coup, mais c'est ça y est, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre. Quoi. Vous les gardez. Ben moi, je fais des boutures. Ah oui. Je fais des boutures à chaque fois et ça prend comme du chien dent. Donc je fais des boutures et puis après je. Voilà. Oui. Avec les brosses en terre, on peut faire des boutures. Oui aussi, oui. Alors bon, la santoline, ça prend super bien. L'hélichrysum aussi, la plante au curry, ça prend très très bien. Et ça se présente comment Ça vient vite en bois, ça c'est dur à maintenir, ça je trouve. Oui, mais alors il faut. Oui, mais quand on taille le tronc, après. Oui, mais parce qu'il ne faut pas le laisser, déjà le tronc, il ne faut pas le laisser aller en tronc. Alors, mais il est tellement beau à un moment qu'on se dit, c'est pas possible, même la santoline, on va pas la tailler, quoi. Et puis quand on la taille, c'est trop tard, elle a déjà fait du bois. En fait, il faut la tailler avant l'hiver. Oh, moi, les santolines, je les taille 2 fois par an. Ah oui, aussi. Et l'hélichrysum, c'est pareil. C'est une plante grise qui fait des fleurs jaunes, un peu comme les achillées. Et quand on passe la main dedans, ça a une odeur d'épices, mais très fort. Hein. Ça sent le curry. Ah oui, Les, très. les potentilles, Bah moi, vous les taillez quand? Net? Enfin, Ah ben moi là j'ai taillé les miennes. Alors maintenant ça dépend, il y en a toute une sorte, il y en a tout un tas. Moi j'ai taillé maintenant, j'ai rabattu maintenant parce que là après ça va pousser. Hein. ah oui, oui. Ouais. Donc les lychrysums, vous le taillez après la floraison, juste après. Alors Vous attendez pas à la floraison. c'est comme la santoline. Si on attend la floraison, en général ça part déjà en bois. Donc on choisit soit la floraison, soit le feuillage. Voilà. Et les boutures, on les fait quand Ah ben, moi quand je taille. C'est le plus simple. Donc je taille maintenant à peu près comme vous, et puis après je taille parce qu'arrivé au mois de juillet par là, ça commence à s'ouvrir et tout, je retaille et je fais les boutures comme ça. Hein. Et nous, ce qu'on avait constaté, c'est que les années où on avait bien taillé, d'ailleurs ça avait du mal à fleurir parce que le temps que ça repousse, etc. Oui. Donc pour avoir des fleurs, elle commence à moins tailler, mais alors du coup ça part en bois. Voilà, et donc il faut choisir ces plantes-là.
La fleur n'est pas forcément le principal aspect. Non, voilà. Le Les feuillage, chrysomes, c'est pareil. Les chrysomes, c'est la même chose. Hein, ouais. Mais bon, sachant quand même que ce sont des plantes qui vieillissent, enfin, qui ne vont pas faire 30 ans. Quoi. Vous parliez tout à l'heure de rabattre les cystes. Oui, après la floraison. Même chose. Nous, on le fait, mais je ne sais pas si je vais assez loin. Ah, vous pouvez y aller. Hein. Ça va repartir sur alors, il faut toujours, non, alors il faut toujours laisser pour les santolines, pour les chrysomes, la lavande, tout ça. Il faut toujours laisser à peu près 2-3 cm de végétal, de feuilles. Parce que ça ne repartira pas sur du bois. Mais même si vous laissez 2 feuilles au cyste, parce que moi là je viens d'un jardin là où l'année dernière j'avais dit vraiment de tailler vraiment beaucoup. Et c'est vraiment, ça fait une jolie boule, c'est très joli. Mais si on le laisse, si on le rabat pas suffisamment, il part en bois le cyste. Et souvent après il casse. Oui. Ouais. Donc là c'est pareil, hein. Après la floraison. Non, si vous avez laissé ça. Oui, oui. Bah, il est tellement gros, enfin il y en a 2, ils sont tellement gros, puis ils servent de haie aussi. Ils sont tellement gros quand ils sont après la floraison. Ils continuent à pousser pendant ça fleurit. Eh oui, oui, oui. Je les taille en général juste après, mais je peux pas rabattre beaucoup plus parce qu'après j'ai plus de... Oui, bah oui. En fait, il faut pas hésiter à tailler dès le départ. C'est un peu comme il disait avec les hortensias, Joël. Mais d'autant plus ces plantes qui aiment la sécheresse, elles partent en bois très très vite. Et on peut les tailler maintenant, les cystes? Ah non, après la floraison. Ah oui, maintenant c'est trop tard. Ah non, non, vous n'aurez pas de fleurs. Mais vous attendez le mois de juillet et vous taillez vraiment bien, quoi. Il ne faut pas hésiter à tailler. Hein, parce il n'y aura pas de fleurs cette année, mais il y en aura l'an prochain. Si oui, mais c'est dommage quand même. Non, non, mais c'est parce que ah, oui. On a eu jusqu'à -12 là récemment. Mais en même temps, vous aurez un beau feuillage. Oui. Donc après, il faut savoir... Ouais, donc, mais tous ces arbustes, lavande, la bruyère, c'est pareil, hein, il faut la couper. Ah oui, oui, ça aussi, le végétal qui reste dessus. Alors c'est moche pendant 3 semaines hein, et toujours après la floraison. Hein. Les arbustes, c'est systématiquement après la floraison qu'il faut tailler. Ou alors, comme on disait, bon... alors après, on favorise le feuillage. Voilà. Et les bruyères, quand on les coupe bien, l'année dernière, on a fait trop tard. Parce que du coup, on a coupé vraiment beaucoup parce que c'était trop de bois et on n'a pas eu de floraison. Mais là, cette année, elles ont super bien fleuri, elles sont super belles. Ouais, ouais. Mais il faut vraiment bien couper. Sinon, ça... Ah oui, oui, puis ça s'ouvre, ça part en bois, c'est pas bon. C'est comme les lavandes, on hésite toujours à tailler, mais il faut y aller, quoi, hein, parce que sinon ça devient très très laid. Hein. Et la bruyère, ça se taille quand? Après la floraison aussi. Ah oui, donc bientôt. Oui, bah, ça dépend, les bruyères d'été et tout ça. Oui. Systématiquement, tous les arbustes, c'est après la floraison. Juste après. Depuis ça. Ouais. Et sinon, donc, vous vous déplacez pour des conseils directement comme oui, ça? Oui, oui. Alors, en principe, hein, pour des gens qui veulent réaménager leur jardin ou même aménager totalement, c'est plus du ressort. Enfin, moi, je peux faire un plan et donner les idées, mais d'un paysagiste, parce que là, il faut du matériel. Hein. Moi, j'ai pas le matériel. C'est l'idée, quoi. Voilà, donc ça. Et autrement, si par exemple, on a un balcon, une terrasse ou un petit coin, on ne sait pas trop quoi faire, on plante depuis je ne sais pas combien d'années, ça ne marche pas, etc. Je viens sur place et puis je fais un petit devis. Hein, j'explique que je fais un petit devis. Et puis je peux aller acheter les plants, les végétaux, le matériel avec les gens et faire avec les gens pour leur montrer exactement comment faire, pour faire les tailles, etc. pour qu'ils puissent après entretenir leur aménagement. Et voilà. C'est mon travail. Ah oui. J'ai un petit jardin, donc j'ai tendance à en mettre plein. À planter. Je vous en prie. Donc j'aimerais savoir, j'ai commencé le jardin, j'ai pas encore terminé parce que moi alors c'est encore plus compliqué, c'est un jardin en ville et c'est pour nettoyer le sol, c'est au marteau-piqueur. Donc j'ai encore un quart à vérifier s'il n'y a pas du béton dessus. Ah oui, oui, oui. Donc, mais même, je vous en prie, mais même, moi j'ai aménagé là l'été dernier une cour bétonnée et on a trouvé des moyens justement pour faire quelque chose de beau. Moi je fais plaquette au marteau. Ah oui, non, là je ne voulais pas parce que ça faisait quand même beaucoup de travail. Donc, mais on a trouvé de quoi faire et comment aménager, c'était vraiment très bien. Il y a eu du boulot. Hein. Ah, bah oui, j'imagine, marteau-piqueur. Une ancienne terrasse, des anciennes et puis il faut amener après... à la déchetterie.
Mais là, parce que j'ai peur de mettre, j'ai un pommier que j'ai planté l'année dernière. Là, je voudrais planter un pêcher, un brumenier. J'ai planté 2 poiriers. Et vous avez combien de terrain au mètre carré? J'ai 80 mètres carrés. Oh, ça va pas aller, hein. C'est une vraie. Ça va pas aller ce que vous êtes en train de faire. Bah non, mais j'ai les 2 poiriers. Ou alors il faut qu'ils soient en escalier. Mais si ah vous... non, je suis incapable d'avoir un... Ah oui, mais parce que ça va pas donner. Hein. Bon, ça va être joli peut-être, mais vous n'aurez pas de, vous n'allez pas avoir de Oui, rythme. mais le pommier il est à 2